ravi, Denis, de t'accueillir. Donc, comme je l'ai dit, Denis Péchanski est historien. Il est directeur de recherche au CNRS. Il travaille dans un laboratoire parisien. Et on s'est rencontrés à Caen parce qu'il a comme autre casquette, entre autres, d'être président du conseil scientifique du musée mémorial de Caen. Vous savez, ce grand musée sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, toi, tout de suite, j'étais seul. Je représente en quelque sorte sur ce théâtre, c'est amusant. Je représente la mémoire individuelle et toi, tu représentes la mémoire collective. Alors, si tu veux bien, est-ce que, c'est pas vaste sujet, vaste responsabilité, est-ce que tu peux définir un peu cette mémoire collective, nous expliquer un peu comment ça marche, et puis après, on essaiera de discuter un petit peu ensemble, et puis de parler un peu de ce qu'on fait ensemble aussi. Oui. Voilà, je te donne d'abord la parole sur la mémoire collective. Alors, on va démarrer, mais on sent bien que là, j'ai été convoqué pour casser l'ambiance, parce que je suis quand même spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et on travaille ensemble sur la mémoire du 13 novembre 2015. Donc, si vous voulez, voilà, ça va être un petit peu compliqué de rester dans un registre sympathique et amusant. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, parce que finalement, quand tu parles d'une mémoire mouvante, en parlant de mémoire individuelle, tu dis aussi que tu convoques, que l'individu convoque la mémoire quand il en a besoin. Mais finalement, on retrouve un peu la même chose avec la mémoire collective. Parce que qu'est-ce que la mémoire collective ? C'est une représentation du passé. Bon, mais c'est une représentation sélective du passé. Un peu comme l'individu, on prend une partie de ce passé, on ne va pas évidemment mobiliser tout ce passé. Mais pourquoi on mobilise ce passé ? C'est pour participer à la construction identitaire d'un groupe. Alors ce groupe, ça peut être, par exemple, on travaille sur le 13 novembre, ça peut être le groupe des policiers, bon, mais ça peut être la société française dans son ensemble. Voilà. Et on s'aperçoit qu'ils ne vont pas forcément mobiliser les mêmes événements, les mêmes références pour construire leur mémoire collective. Donc on travaille en écho, bien entendu, entre les deux, de même que c'est compliqué de parler de mémoire individuelle au singulier, eh bien on ne parlera pas de mémoire collective au singulier. Et mémoire partagée, alors c'est comment tu intègres une mémoire partagée, alors, les relations entre les gens, je dirais les relations, les mémoires partagées, c'est la façon dont les individus ils partagent le même événement, mais ils n'ont pas construit quelque chose. Ils ne se sont pas construits ensemble une représentation du passé qui permet de cimenter le groupe. Et ça renvoie à ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Je suis désolé, ça fait un peu jargon, mais vous allez comprendre tout de suite. C'est quelles sont les conditions pour que des événements qui sont partagés deviennent des événements structurants de la mémoire collective. Et on va prendre un exemple qui te concerne directement, parce que tu as le malheur d'habiter une région où il pleut tout le temps, donc en Normandie. Il s'avère qu'en Normandie, il pleut tout le temps, mais il s'est passé aussi d'autres choses, et que eh bien on se trouve à l'été 1944, et les grandes villes normandes, comme les petites, sont sous les bombes. Et vous avez 85% de camps détruits. Vous avez Saint-Lô détruit à 100%. Falaise, 95%. Enfin voilà, c'est vraiment il n'y a jamais eu tant de morts et de destruction que pendant ces 3 ou 4 mois de 1944. Sauf qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec des bombes qui sont lâchées par les copains qui viennent vous libérer ? C'est un événement qui n'a pas de sens. On ne peut pas lui donner de sens. Et donc, c'est resté effectivement événement de mémoire partagé entre les Normands, et encore ne faisant pas groupe, mais dans chacune des familles, c'est quelque chose qui a été absolument décisif, et en même temps, c'est un événement qui n'a jamais, pour l'instant, pris dans la mémoire collective. Ça pourra changer, mais parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une utilité sociale, en quelque sorte, pour que l'événement devienne un élément structurant de la mémoire collective. C'est un exemple, je pense, extrêmement parlant. Si on s'approche maintenant plus du très très contemporain, voire de la mémoire du futur
en histoire, puisque c'est quelque chose qui ne t'effraie même pas comme historien de parler du futur. Donc, par exemple, 13 novembre, comment va se construire cette mémoire du 13 novembre? Quels sont les ingrédients, les forces qui vont jouer un rôle? Et j'aimerais bien que tu mettes l'emphase, vu le lieu et le thème, sur la presse. Comment la presse va moduler à la fois sur le temps court et sur le temps long cette construction de la mémoire du 13 novembre. Tu mets le doigt sur 2 points qui pour moi sont décisifs. D'abord, c'est que la mémoire s'inscrit dans l'histoire, qu'elle bouge, et que la représentation de l'événement 13 novembre va évidemment bouger avec les années. On le voit avec la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, soit figure du héros ou centrée autour de la figure de la victime juive ou entre les deux. Enfin, il y a différentes périodes qu'on peut distinguer. Eh bien, certainement, on va retrouver la même chose sur le 13 novembre. Donc, il y a à la fois une mémoire qui s'inscrit dans l'histoire et en même temps, la mémoire collective va être construite sous l'influence de toute une série de vecteurs. Donc, évidemment, aujourd'hui, on parlera des réseaux sociaux, mais on parlera aussi des journaux, des médias et puis des commémorations, et puis de l'intervention d'un certain nombre de forces politiques. Et ça demande effectivement d'aller chercher, par exemple, quand on travaille sur les médias, pas simplement de prendre 3-4 articles et puis de se dire, tiens, voilà, quel est l'état d'esprit, mais de faire une analyse systématique de cette presse, d'où des moyens technologiques très avancés qu'on a essayé de mettre en œuvre ensemble et qu'on va mettre en œuvre, qu'on va commencer à mettre en œuvre pour comprendre comment finalement les médias participent de la construction de la mémoire collective. Mais aussi, les médias sont aussi objet d'un regard de la part des personnes qui ont vécu cet événement de près ou de loin. Et ce regard, souvent, il est négatif. C'est là qu'on retrouve le lien extrêmement fort entre cette construction de la mémoire collective et puis la construction de mémoire individuelle, y compris des blessés psychiques. Les blessés psychiques, ils vont être extrêmement attentifs à ces commémorations dont tu as parlé, à la façon dont on va pouvoir parler d'eux, à la façon dont on va les comprendre. Oui, ils sont très sensibles, et dans le programme qu'on lance, puisqu'on a interviewé 1000 personnes en 2016 ou à peu près, et qu'on va les réinterviewer en 2018, qu'on va les réinterviewer en 2021, et qu'on va les réinterviewer en 2026, donc essayer de comprendre comment, année après année, vont se construire ces mémoires individuelles, et bien comment elles vont se construire dans l'interaction avec la mémoire collective. Parce que il n'y a pas de mémoire close, individuelle. Tu le dis toi-même, on n'est jamais seul avec soi-même. On est toujours dans un dialogue avec l'autre. On est toujours dans l'interaction avec l'autre. Et je prends l'exemple d'un autre attentat, parce que ça m'avait frappé. C'est une des choses qui m'ont motivé dans ma volonté de travailler avec des neuroscientifiques pour finalement travailler sur un objet qui est un objet commun, à savoir la mémoire. C'est que, attentat de Saint-Michel, la première chose que les victimes, les blessés ont demandé, quand ils ont été remontés à la surface, ils ont demandé à ceux qui les sauvaient, les sauveteurs, les pompiers et autres, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ceux qui avaient vécu l'événement devaient se reconstruire cette mémoire de l'événement en s'appuyant sur la mémoire des autres et sur ce que les autres avaient vu. Et ça va continuer, parce que c'est le pompier qui aide ou le soignant, et puis après ça va être la télévision, surtout avec les chaînes d'information en continu bien entendu, et qui peuvent, et c'est là où ça interroge, qui peuvent aussi participer de la pathologie de la mémoire, avec ces phénomènes de ressassement des mêmes images, des mêmes idées, et généralement avec des experts qui sont experts de rien et qui n'ont pas les informations qui permettent de comprendre, mais au moins qui sont appuyés sur... Vous savez, je pense que vous avez eu la même réaction que moi. Le 13 novembre, si vous étiez devant votre télévision, vous allumez, et puis vous attendez, là, toutes les 5 minutes, 10 minutes, mais les images qui vont se rajouter.
et qui vont vous permettre de progresser, et puis ça patine, c'est du ressassement, ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en discutant avec toi, c'est de voir que finalement ce ressassement, qui est d'ordre pathologique, est une sorte de répondant du ressassement qui est caractéristique des troubles de stress post-traumatique, où on revient toujours sur les mêmes images, les images intrusives, toujours les mêmes scènes. Et ça m'avait beaucoup frappé pour faire le pont entre les deux. Et quand moi, j'interviewe effectivement des personnes comme beaucoup d'autres, un parmi bien d'autres, mais des personnes qui sont passées par là, qui ont vu cet événement-là, je suis confronté à une personne qui me raconte son histoire individuelle et en même temps qui me raconte une histoire collective. Oui, tu disais tout de suite, en disant que c'est une phrase que je dis souvent, je ne suis jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. Donc c'est une phrase qui a été prononcée, qui a été écrite en tout cas par un sociologue français, Maurice Halbach, dont je vous recommande la lecture. C'est un livre ancien. Peut-être qu'un jour, il faudra que le journal L'Éléphant parle de lui, parce que c'est un auteur très, très important. C'est un livre qui date de 1925, Les cadres sociaux de la mémoire. Et cadres sociaux de la mémoire, déjà le titre est extrêmement fort. Et le « je ne suis jamais seul », c'est aussi un élément fort de la mémoire. C'est que quelque part, je suis toujours en représentation. Je ne suis pas toujours dans un théâtre, je ne suis pas toujours sur la scène d'un théâtre, mais je suis toujours en représentation. C'est-à-dire que quand toutes mes pensées, elles ont certains buts. Et tout ce que j'enregistre de nouveau, tout ce que j'encode, je l'encode avec un certain dessin. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a toujours du monde autour de moi, même si je suis seul, je ne suis jamais totalement seul. Et la mémoire, il faut vraiment la comprendre comme ça. Et dans mon cheminement personnel de scientifique, j'ai longtemps fait l'impasse sur cet aspect-là, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas étudier ces aspects-là, on ne pouvait pas tout faire. J'étais comme tout le monde, je le suis toujours, je suis réductionniste. Et je pense qu'avec Denis, on a ouvert cette porte. On s'est rencontrés et on a mis en place des aspects théoriques, des méthodologies, et puis surtout, on les a mis en place là, dans un cadre qui est particulier, parce qu'on est sur un événement, évidemment, qui est un événement tragique. Donc il y a aussi cette dimension de mémoire traumatique. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui nous ont soutenus, et toutes les institutions qui nous ont soutenus. Et je vous renvoie au site Mémoire 13 novembre, où vous trouverez beaucoup d'informations si vous êtes intéressé par ce que Denis vient de développer rapidement, parce que je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Mais je pense que tu as peut-être encore un petit mot à dire à nos amis. Je veux simplement dire que ce qui m'avait aussi titillé dans tes expérimentations, et en particulier en imagerie cérébrale, c'est quand vous aviez fait ce papier sur d'expérimentation sur la mémoire, avec une mémoire, je dirais, du passé, mais aussi une mémoire presque une anticipation, pas une mémoire du futur, une anticipation. Ce qu'on dirait, dans notre vocabulaire à nous, horizon d'attente. Donc, tu interroges une personne qui est sous imagerie et tout, et voilà, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe ce que vous avez fait dimanche dernier? Et puis, un peu plus tard, un jour, 2 jours, je ne sais pas, je ne rentre pas dans le détail, je ne sais pas quel était le protocole précis, je ne m'en souviens plus, mais racontez-moi ce que vous comptez faire dans 8 jours, dans 15 jours. Et là, à chaque fois, on regarde les résultats de l'imagerie. Et je me souviens d'une discussion que nous avions, comme j'avais eu aussi avec Boris Cyrulnik, et vous deux, vous me disiez, mais les zones de la mémoire sont les mêmes que les zones de l'anticipation dans le cerveau. Qu'est-ce que l'historien fait avec ça? Ben voilà. Belle question. Merci beaucoup. Merci Denis.